Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les signaux sont au rouge sur la scène sociopolitique du Cameroun entre la série d'explosions de bombes artisanales, la multiplication des manifestations populaires, l'indignation dans les régions anglophones et la condamnation de l'escalade de violence. Ce problème anglophone est au fil des jours révélateur d'un profond malaise national lié à un système de gouvernance publique critiqué de toutes parts dans une telle atmosphère délétère que peut encore le président de la République, dans ce journal, des universitaires, hommes politiques de premier plan, ministres et autorités traditionnelles s'affrontent à coups d'arguments sur ces revendications identitaires qui secouent la République du Cameroun et mettent en mal la cohésion nationale. Le procès de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, se poursuit à la Cour pénale internationale et le témoignage à charge de l'ancien chef d'état-major des armées ivoiriennes cristallise l'attention. Vous l'écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore un mouvement d'humeur des élèves forestiers à Bafoussam. Ils s'insurgent contre l'annonce et la réouverture de ce centre de formation qui les avait anarqués plusieurs millions de francs CFA, les faisant miroiter une probable adhésion à des concours d'intégration à la fonction publique en tant qu'agent des eaux et forêts. Des précisions avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chougnat. Une fois encore, des élèves forestiers de Bafoussam, manifestant sur la voie publique, tous crient leur colère contre cet arrêté du préfet de la MIFI, autorisant réouverture de ce centre de formation professionnelle, 12 jours seulement après sa fermeture à titre conservatoire par la même autorité. Tempêtant à tue-tête devant la défunte école des eaux et forêts d'Afrique centrale, ils exigent l'arrêt immédiat des cours dispensés à une poignée de leurs camarades en début de matinée du 25 septembre. Si la majorité décide de fréquenter, qu'il ne peut rouvrir l'école. Et apparemment, même pas les 1/10 ne sont pas d'accord. Combien de fois on peut donc ouvrir l'école? Pour eux, le prophète Chaïbou de la MIFI n'a pas tenu à sa parole de réouvrir l'école sous conditions consensuelles, d'au moins 3/4 des apprenants de reprendre les cours. Il parle, il n'exécute pas ces ordres, parce que ça veut dire qu'il est en train de nous mettre en conflit avec nos camarades. Mis au courant, le délégué régional à la Sûreté nationale pour l'Ouest et le commandant de la Légion de gendarmerie descendent sur le terrain s'enquérir des préoccupations des manifestants. Là, le collègue vient de nous dire qu'est-ce que vous voulez actuellement. On les a dit qu'on laisse l'école fermée jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Et le régional a déjà pris une décision. On doit fermer l'école. Si quelqu'un tente d'ouvrir cette école, on va l'enfermer. Même si c'est le gouverneur de l'Ouest, on va l'enfermer. Point. Ces élèves forestiers, tout comme l'opinion nationale, s'indignent du silence assourdissant du gouvernement, dont son porte-parole ne s'est toujours pas prononcé sur cette scabreuse affaire à forte odeur d'arnaque et d'escroquerie des familles démunies, avec la complicité des autorités administratives de la région. Sinon, dans le cas que nous on laisse la ville, on part voir le Premier ministre. Bon, après avoir vu le Premier ministre, si le Premier ministre dit que nous ne sommes pas des Camerounais, nous on rentre au nord. Là, s'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, qu'il nous trouve une solution. En rappel des faits, cela fait bientôt 1 an que 725 élèves forestiers de cet institut revendiquent une formation complète en agroforesterie pour obtention d'un diplôme leur donnant accès au concours d'intégration à la fonction publique. Pour l'instant, tous vadrouillent dans les rues de Bafoussam. Affaire à suivre. Les juges ont-ils peur des pasteurs de l'église évangélique du Cameroun, venus nombreux ce lundi matin pour soutenir le président élu de la congrégation religieuse dans le cadre d'un procès qui se déroule au tribunal à Douala? Ils ont été interdits d'accès à la salle d'audience en raison de leur tenue pastorale. Des précisions avec Farel Bounia et Donald Anouzoua.
Les pasteurs de l'église évangélique du Cameroun sont venus en rang serré prendre part au tribunal de grande instance de Bonanjo. À cet autre épisode du feuilleton judiciaire né de la crise qui secoue cette congrégation religieuse depuis la demande en annulation du vote du synode de Ngaoundéré par certains cadres de l'église. La forte mobilisation de ces hommes en tenue pastorale va amener le sous-préfet de Douala Premier à mobiliser les forces du maintien de l'ordre pour encadrer ces hommes et femmes refusés d'accès en salle d'audience par l'autorité judiciaire de Séan. Les personnes ne sont pas venues pour créer des incidents, qui plus est au niveau du tribunal, pas du tout. Ils sont simplement venus parce qu'ils ont été assignés au tribunal et c'était tout à fait normal qu'ils puissent comparaître pour savoir de quoi il était question. L'affaire qui oppose d'une part l'église évangélique du Cameroun et le pasteur Jean-Samuel Njetoya et d'autre part le pasteur Priso Mungolais revient à interroger la compétence de l'instance de jugement. La Constitution de l'église, dans son article 2, dispose très clairement que les juridictions de l'ordre judiciaire sont radicalement incompétentes pour connaître les affaires de l'église. C'est-à-dire que l'église a mis en place des instances arbitrales pour connaître des affaires de toutes sortes, des litiges de tout différents entre ses membres. Donc il est évident que le tribunal de grande instance est radicalement incompétent puisqu'il y a une clause d'arbitrage. Du côté de l'église évangélique du Cameroun, les ouvriers continuent de croire en la réconciliation. On ne peut pas ne pas avoir de différends lorsqu'on vit en être humain. Alors comme ces canons n'ont pas été donc respectés, nous demandons simplement que nos frères reviennent et qu'on reste dans le canal qu'a tracé le règlement intérieur. Nous prions beaucoup plus qu'ils comprennent que notre église traînée devant le tribunal nous montre que l'homme peut juger Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le prince de la paix, la justice. Et si nous sommes tes disciples, nous ne pouvons qu'aspirer à la justice. Et c'est dans la prière que les ouvriers de l'église évangélique du Cameroun, fidèles au révérend pasteur Jean-Samuel Njetoya, attendent l'audience du 13 octobre 2017, prévue à la Cour d'appel du littoral, et celle du 23 octobre au tribunal de grande instance de Bonanjo. Et toujours dans les couloirs de la justice, le procureur général, près la Cour d'appel du Nord-Ouest, a ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires contre la Convention Baptist Church et l'archidiocèse de Bamenda, autorité religieuse promotrice des écoles confessionnelles dans le Nord-Ouest. Elles étaient traduites en justice pour avoir refusé d'ouvrir leur école afin de permettre aux élèves de poursuivre l'année scolaire 2016-2017 et la justice qui vient d'ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires, décision du procureur général près la Cour d'appel du Nord-Ouest. Et malgré cette ordonnance du procureur général qui précise l'arrêt des poursuites judiciaires, l'on note que les journées villes mortes se sont poursuivies ce lundi à Boya et Bamenda au lendemain de ces manifestations populaires vécues dans plusieurs villes des régions anglophones. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo dans ce reportage. 2 semaines relativement calmes dans les principales villes des régions anglophones du Cameroun. Si la ville de Bangem, dans le département du Coupé Manengouba, région du sud-ouest, a été secouée tout au long de la matinée par une manifestation similaire à celle de vendredi, les autres localités ont connu un calme précaire, accentué par l'opération Ville Morte ou Ghost Town en vigueur tous les lundis. À Bouya, dans la capitale régionale du sud-ouest, l'essentiel des commerces est resté fermé tout au long de la journée. Seuls quelques taxis étaient perceptibles dans les principales artères. Quelques policiers pouvaient être aperçus ça et là. À Limbé, les activités étaient plus intenses ce lundi. Les taxis présents en nombre dans les rues, les commerces ont pour la plupart ouvert et ont normalement fonctionné, à l'exception de quelques-uns. À Bamenda, dans le nord-ouest, la ville est restée fantôme une bonne partie de la journée. Lieu de commerce fermé, peu de véhicules présents dans les rues. Au lendemain des manifestations de vendredi dernier, c'est une semaine lourde qui a commencé dans ces villes. Une semaine redoutée en raison de l'imminence de la date du 1er octobre. Et 48 heures après ces manifestations populaires et cette série
d'explosion de bombes artisanales. Jean-Jacques Ekindi sort de sa réserve et condamne cette montée de l'extrémisme dans les régions anglophones. Le coordonnateur général du mouvement progressiste s'insurge contre l'utilisation du terrorisme pour poser des revendications politiques. Il était face à la presse à Douala. Compte rendu, Kate Diarra. C'est avec les traits tirés et la mine sérieuse que Jean-Jacques Ekindi, coordonnateur général du mouvement progressiste, nous accueille. C'est que pour lui, le sujet à l'ordre du jour est des plus importants. Ce d'autant plus qu'il traite de la sécurité et du maintien de la paix au Cameroun. Devant de tels risques, il est bon que chacun prenne et assume sa responsabilité. Moi, j'assume en tant que leader du monde. Il faut que l'État l'assume en tant que protecteur, mais il faut que la population aussi l'assume parce que ce sont elles qui seront en première ligne lorsque les dégâts pourraient survenir. Tout au long de son propos liminaire et de la série de questions-réponses qui va suivre, une seule idée en toile de fond, le refus de négocier avec ce qu'il appelle les criminels de l'Ambazonian Defense Forces, qui sont passés, dit-il, des revendications aux attentats terroristes. Est-ce à dire que tous ces gens-là sont pour le terrorisme, pour tuer des gens innocents, pour mettre des bombes partout où il y a des populations, pour compter des morts? Moi je dis, s'ils ne sont, ce ne sont plus mes concitoyens, ce sont les ennemis. Ils seront d'un camp, nous serons de l'autre. Il orientera sa thématique sur 5 points essentiels, à savoir la nécessité de définir clairement les ennemis de la nation en rompant avec ce silence suicidaire et peut-être complice de la protection des populations axée sur la fin des villes mortes, la sécurisation des hommes et des biens par l'État qui devra user de tout l'arsenal à sa disposition afin de traquer, infiltrer, mais surtout neutraliser les organisations terroristes. L'ennemi doit être clairement identifié. Il est urgent que l'on protège partout sur le territoire national les hommes et leurs biens, mais par-dessus tout, que la vie des hommes soit préservée par tous les moyens. Tout en dénonçant l'explosion dite de la SCDP, la plus dangereuse selon lui, il condamne l'acte en lui-même et demande aux différents gouverneurs de région d'organiser une marche contre le terrorisme en y conviant toutes les couches et organisations de la société. Nous demandons à M. le gouverneur de la région littorale d'organiser une grande marche contre le terrorisme, d'y convier toutes les organisations. À la question de savoir la forme de l'État qui convient le mieux au Cameroun, il reste fidèle à son choix de l'État fédéré, le tout dans le respect des institutions. Ma position a toujours été la même. Je suis un ardent défenseur du fédéralisme. Je suis convaincu que le fédéralisme est la voie pour le Cameroun, pour se développer, pour avoir la paix et pour pouvoir se préserver. Vous l'avez suivi, les signaux sont au rouge sur la scène socio-politique du Cameroun et dans une telle atmosphère délétère que peut encore le président de la République. Que proposent les acteurs politiques sur ce plateau? Avec nous, le coordonnateur général du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Vous êtes l'invité de la deuxième partie de ce journal. Nous reviendrons sur votre sortie ce lundi, également sur les propositions évoquées dans le cadre de la crise anglophone. Et vous l'avez constaté certainement avec les Camerounais, à tous les étages de la société, les revendications identitaires secouent la République et mettent en mal la cohésion nationale. Des universitaires ont identifié l'apparition et la résurgence des vérités tribalistes à certaines étapes décisives de la vie nationale politique. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Alors que la cohésion nationale est mise à rude épreuve au Cameroun par des revendications diverses, pour le docteur Paul Abouna, anthropologue, enseignant à l'université de Yaoundé 1, ce concept est sujet à caution. Il est établi que nous n'avons pas une représentation de la nation en termes d'État. Il faut bien faire la distinction entre pays, État et nation. Selon lui, au demeurant, le poids de l'ethnie reste indéniable au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir comment les peuples se désignent eux-mêmes. On dit Njalobien, quand on dit je suis Valentémoin, je suis Banjounais. C'est des nationalités qui ne vont pas au-delà de l'ethnie. Et c'est la réalité, le sentiment national à l'échelle du pays
Cameroun qu'il reste à construire. Aussi, à l'en croire, dans une telle configuration, les revendications identitaires ressurgissent donc au gré des contextes précis. L'ampleur qu'on leur donne a une signification toute simple que nous expliquons dans le jargon de l'anthropologie politique par les périodes de mise en berne du pouvoir. Et par période de mise en berne du pouvoir, nous entendons les périodes de vacances de pouvoir, des périodes d'élection, des périodes de fin d'un mandat. Et nous y sommes de plein pied. Dès lors, pour l'anthropologue, il faut questionner la forme même de l'État camerounais. Le socle sur lequel notre État est bâti est d'extraction extragène. Nous devons articuler la forme d'organisation politique, la forme de l'État du Cameroun à la réalité socio-culturelle qui est la nôtre. Et la réalité socio-culturelle qui est la nôtre a pour substratum l'ethnie. C'est un champ, un domaine qui mérite d'être documenté. À terme donc, explique le docteur Paul Abouna, il y a lieu de construire un modèle camerounais à partir de la base ethnique. Ce qui se passe aujourd'hui, la réalité camerounaise, est un donné à penser sur la forme que nous voulons donner à notre État. Que cet État-là soit domicilié à la réalité socio-culturelle du Cameroun, qui est l'ethnie. Tout un challenge qui reste à relever devant tant d'orages qui grondent. Un challenge confié à cette commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme 2 mois après son installation. Où est-elle passée? Peter Mafani Musonga et ses pairs sont en quête de repères. Ils annoncent une descente dans les départements ministériels pour juste évaluer le niveau d'utilisation de la langue anglaise et française dans l'administration publique. Des précisions avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme veut marquer son territoire. Elle effectue depuis ce matin le tour des différentes administrations publiques à Yaoundé. C'est dans le cadre de notre intention de rendre visite aux hautes institutions de la République et de solliciter et de lui dire d'abord que la commission est opérationnelle depuis 2 mois. Première étape de ce périple, le Sénat, après un échange avec le président de la Chambre haute du Parlement, la commission Musonga, annonce d'autres descentes sur le terrain, notamment dans les ministères, pour s'assurer que les 2 langues officielles du Cameroun, l'anglais et le français, sont utilisées dans les échanges. Nous allons effectuer une descente pour voir la saine application des dispositions constitutionnelles en ce qui concerne le bilinguisme. Née à la suite des remous dans le nord-ouest et le sud-ouest, la commission condamne justement les actes de violence de ces derniers jours dans ces 2 régions du Cameroun. Personne doit descendre dans la rue, faire les désordres, casser des infrastructures qui nous ont coûté cher à construire. Moi je prêche donc qu'il y ait de la patience, qu'on attend à ce qu'on s'adresse aux problèmes qu'ils ont posés. Créée il y a quelques mois, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme cherche ses marques, alors même que beaucoup doutent de sa capacité à proposer une solution à la crise anglophone au Cameroun. Au lendemain de l'agression et l'assassinat du proviseur du lycée bilingue de Foumban, le ministre des Enseignements secondaires condamne avec la dernière énergie un acte odieux qui met en mal, selon le ministre, l'intégration nationale et le vivre ensemble tel que prôné par le chef de l'État. Cependant, le sultan roi des Bamoun refute cette thèse tribaliste ayant conduit à l'assassinat de Charles Etoundi, proviseur du lycée bilingue de Foumban. Il dénonce plutôt l'insécurité grandissante à Foumban et pointe un doigt accusateur sur le laxisme des forces de l'ordre. Des précisions avec Mitterrandam et Nana Paul Saba. La ville de Foumban est encore sous le choc de l'assassinat de 2 figures publiques de cet arrondissement du département du Moun. Hippolyte alias Tommy, boutiquier originaire de Bouddha,
et Charles Etundi, proviseur du lycée bilingue de Fumban, originaire du Fundi, ont été froidement assassinés à coups de poignard. Pendant que la police et la gendarmerie sont à la recherche des auteurs de ce crime, des interprétations autour de ces décès tragiques font croire, par exemple, que le proviseur Charles Etundi a été victime d'un règlement de compte doublé du tribalisme de la part de ceux qui, je cite, ne veulent pas un étranger à la tête du très important lycée bilingue de Fumban. Comme pour soutenir cette thèse, le ministre des Enseignements secondaires a publié un communiqué dans lequel il condamne avec la dernière énergie cet acte odieux, crapuleux et barbare qui, je cite, met en mal l'intégration nationale et le vivre ensemble que le président Paul Biya appelle pourtant de tous ses voeux. Fin de citation. Piqué au vif, le sultan Bombon Dioula, roi de Bamoun, est sorti de ses gonds pour déclarer que l'assassinat du proviseur Charles Etundi n'a rien à voir du tribalisme et, ajoute Sa Majesté, il ne remet nullement en cause le vivre ensemble prôné par le chef de l'État, comme d'aucuns mal intentionnés veulent faire croire. C'est une citation. Dans le flot des interprétations, les familles des victimes espèrent que l'enquête ouverte permettra de connaître les mobiles de ces crimes qui suscitent l'émoi dans tout le pays. Et les établissements scolaires publics restent des cibles privilégiées pour des malfrats. Une somme de 4 millions de francs CFA a été emportée au lycée bilingue de Konsamba par des malfrats. Cet établissement reçoit depuis plusieurs mois déjà de façon récurrente de nombreux cas de cambriolage à main armée selon les responsables de ce lycée. Et concernant cette insécurité, les mesures annoncées par les autorités administratives après l'explosion d'une bombe sur les emprises de la SCDP à Douala, les populations constatent que presque aucune mesure importante de sécurité n'a été mise autour de la SCDP, notamment la direction générale située à Douala. C'est le constat que font Eukwa Claude et Sylvestre Hippolyte Zangaou dans ce reportage. À la suite de l'explosion, son Excellence le gouverneur de la région du Littoral a prescrit un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la vigilance dans l'ensemble de la ville de Douala, mais particulièrement autour de ce qu'on est convenu d'appeler les points sensibles. Et nous considérons la SCDP comme étant un point sensible. 48 heures après cette décision des autorités de la ville de Douala, le constat fait sur le terrain laisse clairement apparaître qu'à l'exception de quelques éléments en faction au poste de police qui existait depuis des années à l'entrée de la SCDP au carrefour Agib, aucun dispositif sécuritaire particulier n'a été déployé jusqu'ici autour de cette entreprise. Pourtant, la société camerounaise des dépôts pétroliers est identifiée comme l'un des points sensibles de la ville en raison des substances inflammables qui y sont stockées. Non loin du lieu où il y a eu une explosion vendredi dernier se trouvent les rails. Aucun cordon de sécurité n'est visible. Les gens vont et viennent non loin du lieu de l'impact et le train circule à proximité. Juste au-dessus se trouve le pont qui conduit vers le marché Mbopi. Aucune sécurité n'est non plus visible. Au marché Mbopi, qui bat les records de fréquentation en Afrique centrale, la situation est la même, malgré là aussi la proximité avec le lieu de l'explosion criminelle. Et une situation surprenante pour les habitants de la ville de Douala qui demandent aux autorités d'y remédier. Le gouvernement n'est pas sérieux parce que des choses comme ça, il y a, il devait déjà avoir les militaires sur place, même avec les policiers. Mais on voit toujours les lieux vides. Il peut encore venir. C'est bien grave. C'est pas un petit truc. Le gouvernement doit vraiment mettre des mesures de sécurité dans toute la ville de Douala. Quand on vient au marché, vraiment, c'est pas facile en faisant le commerce, ta tête est ailleurs. Tu as peur que quelque chose peut encore arriver. Ça a été toujours comme ça depuis des années. Ici dans la nuit à 19h, l'obscurité totale, vous ne pouvez pas prendre une pièce au sol. Les lampadaires sont tout ça est gâté. Il n'y a pas, vous voyez, l'insécurité partout. Tu passes là, ici on t'arrache le sac, donc il n'y a pas d'éclairage. Donc on peut faufiler pour faire n'importe quoi par rapport à ça. Je crois que notre gouvernement est un peu complaisant. C'est-à-dire on prend une mesure de 2 semaines, 3 semaines après, il n'y a plus rien. Comme si c'était une affaire désormais classée. Aucun cordon de sécurité autour du lieu de l'impact. Les populations vont et viennent sur les rails, pourtant situés à quelques mètres seulement du lieu où s'est produite l'explosion. Du coup, les interrogations se multiplient sur l'absence de l'application des mesures annoncées au lendemain de cette explosion par les pouvoirs publics dans la ville de Douala.
sur le terrain des opérations. Pour Equinox Télévision, Claude, Sylvestre Hippolyte Zangao. À l'international, le procès de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, a repris ce lundi à la Cour pénale internationale en face à Maître Josette Kadi, cette Camerounaise de renommée internationale, avocate internationale, et le Conseil de la Défense, Philippe Mangou, l'ancien chef d'état-major des armées, en qualité de témoin à charge. Je vous propose à présent de suivre cet extrait du témoignage à charge de l'ancien chef d'état-major des armées ivoiriennes, lui qui évoque le dysfonctionnement observé durant cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le principe dans le combat, c'est que quand vous avez vos hommes avec qui, en temps de paix, vous vous êtes bien entraînés, vous avez fait certaines choses ensemble. Quelquefois, sur le terrain et dans le feu de l'action, vous n'avez même pas besoin de parler. Au doigt et à l'œil, vos hommes vous respectent. Et Conan a eu cette chance de venir avec ces hommes qu'il a formés en temps de paix. Et sur le théâtre, ils ont été vraiment excellents. Vous venez de suivre donc un extrait de ce témoignage de l'ancien chef d'état-major de l'armée ivoirienne dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien poursuivi pour crimes contre l'humanité à la CPI. L'ex-président ivoirien a plaidé non coupable. Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. Des amateurs de vin peuvent consommer des grands crus aux saveurs variées dans la cave des supermarchés d'Ov à Yaoundé. C'est à la faveur de la foire au vin. Les prix sont revus à la baisse et d'autres produits sont également accessibles grâce à une campagne permanente de vente promotionnelle. Reportage. Dégustation, découverte de nouvelles saveurs pour le plaisir et le bonheur de nos palais. Plus une baisse générale de prix en guise de cerise sur le gâteau. La foire au vin des supermarchés d'Ov est une aubaine pour les consommateurs. Après la grande effervescence de la rentrée scolaire que nous venons de vivre, après les gros efforts fournis par les parents, il était de bon ton qu'on leur fournisse un petit peu de réconfort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec le soutien de l'un de nos partenaires, BVS, nous avons organisé cette foire au vin qui a commencé le 15 et qui va aller jusqu'au 30 septembre afin de permettre aux uns et aux autres de souffler un petit peu, de découvrir quelque chose d'autre. Vous pouvez constater par vous-même que les prix ont été revus vraiment à la baisse. Il y a de la nouveauté, il y a de la variété. Vous pouvez déguster et découvrir de nouvelles saveurs. Alors nous invitons tout le monde, les restaurateurs, les revendeurs, les sommeliers, les connaisseurs et même les simples amateurs, pourquoi pas les collectionneurs. Faites un tour dans les supermarchés d'Ov en cette période de grande foire au vin et refaites votre stock. Avec la foire au vin, Dove poursuit son combat acharné contre la vie chère. Un engagement qui s'étend sur les autres produits de grande consommation. Il suffit de parcourir les différents rayons pour s'en convaincre. Aujourd'hui, il y a un fait qui est indéniable, c'est que les supermarchés d'Ov sont devenus un véritable espace de vie. Vous avez pu voir, nous avons un guichet de banque où vous pouvez retirer du cash à n'importe quel moment. Nous avons un rayon diététique qui permet aux uns et aux autres de mettre fin à un certain nombre de problèmes de santé. À Dove, notre boulangerie vous ravitaille et vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Dove, aujourd'hui, n'est plus seulement un lieu de commerce. Dove, aujourd'hui, n'est plus seulement un supermarché, mais c'est un véritable patrimoine national qui nous appartient à nous tous. Et au quotidien, nous travaillons pour vous donner toujours satisfaction. Le rayon parfumerie est une véritable attraction. Mieux, un espace où il fait bon vivre et où chacun trouve son compte. Avec la parfumerie de Dove, vous ne vous faites plus aucun souci. La beauté féminine ou alors de vos enfants ou de votre mari n'a plus aucun secret pour vous. Une seule adresse, c'est la parfumerie des supermarchés Dove. Tous vos produits de qualité à bas prix. Les produits locaux, les produits d'outre-mer venus spécialement pour vous, adaptés à tout type de peau. Venez simplement visiter et consulter d'abord le rayon parfumerie des supermarchés Dove avant d'effectuer un quelconque achat ailleurs. Les consommateurs ne boudent pas le plaisir que leur procure le supermarché Dove en leur offrant des produits de qualité à moindre coût. Face à la charge du travail, on a besoin d'avoir
des places souvent déjà apprêtées pour nous permettre de se remonter physiquement assez rapidement. Et le milieu est vraiment approprié pour cela. C'est pour ça que je me suis donc présenté pour pouvoir prendre le dog burger qui était disponible. Et je l'ai apprécié. Il était appétissant, bien fait. Dans ces surfaces des sauces, Bastos, Tongolo, Mendong et Mokolo, Dove facilite la vie à son aimable clientèle. Et n'oubliez pas que chaque achat effectué dans ces rayons contribue à la création d'un emploi et à la lutte contre le chômage des jeunes. Entre la série d'explosions de bombes artisanales, la multiplication des manifestations populaires, l'indignation dans les régions anglophones et cette condamnation de l'escalade de violence, ce problème anglophone est au fil des jours révélateur d'un profond malaise national lié à un système de gouvernance publique critiqué de toutes parts dans une telle atmosphère. Que peut encore le président de la République? Réponse dans une poussière de seconde. Sur ce plateau du 20h sur Equinox Télévision, le coordonnateur général du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi, vous avez suivi tous ces mouvements de contestation populaire, cette série d'explosions de bombes survenues en quelques jours à Bamenda. Qu'est-ce qui explique cette montée de l'extrémisme dans la crise anglophone, selon vous? Je pense qu'il faut faire un peu d'histoire. Lorsqu'en 1966, sous la houlette du président Ahidjo, les partis politiques, aussi bien ceux du Cameroun oriental que ceux du Cameroun occidental, ont été invités à fusionner dans l'UNC, ils ont laissé sur le bord des mécontents. Lorsqu'en 1972, on a décidé de transformer le Cameroun d'État fédéral en État unitaire, bien entendu, les leaders des deux grandes communautés sont à l'origine de cela. Mais ils ont laissé sur le carreau beaucoup de mécontents. Parce qu'en réalité, dans le pays, on ne connaît pas, du moins dans le monde, on ne connaît pas d'exemple de pays qui sont passés d'un statut d'État fédéral à un État unitaire. Généralement, ça passe plutôt au contraire d'un État unitaire à un État fédéral. Donc il y a également eu dommage. Alors, depuis ces manifestations un peu irrédentistes, on les a constatées. À chaque approche du 1er octobre, dans les régions anglophones, il y a des tentatives. Tantôt on hisse le drapeau de l'Amazonie, tantôt on manifeste, tantôt on déclare. Mais il se trouve que cette année, 2016-2017, a connu une véritable explosion de ces revendications pour le fédéralisme et la sécession. Quelles sont les causes de cette explosion historique dans l'histoire de cette revendication? Pour moi, les causes sont très simples. En réalité, sur la base de revendications essentiellement corporatistes et sociales, c'est glisser la revendication sécessionniste et fédérale. Au moment où ces manifestations ont pris corps, en octobre, novembre, décembre 2016, elles sont d'abord apparues comme des manifestations conduites par des syndicats, par des sociétés civiles, par des députés qui s'insurgeaient. Et c'est par la suite que, ayant pris toute sa vigueur, toute sa force dans ce mouvement qui avait essentiellement un caractère populaire de revendication, que les revendications ont pris corps. Ce qui fait que, au moment où les syndicats se sont désengagés parce qu'ils ont négocié, les avocats ont négocié, les enseignants ont négocié, etc. Ayant négocié, il n'y avait plus lieu de continuer à se trouver dans la rue. C'est à ce moment-là qu'on a constaté que les populations, elles, n'ont pas quitté la rue. Autrement dit, elles suivaient un autre agenda qui n'était pas celui que l'on donnait à voir. Mais d'aucuns estiment que durant ces négociations dont vous faites mention, il n'y a eu aucune réponse concrète aux problèmes corporatistes qui, selon ceux qui les posaient,
avait des réponses importantes sur l'échiquier politique. Est-ce que ce n'est pas non, je pense la réaction du gouvernement dans le cadre de cette crise je pense que là, c'est de la mauvaise foi. Parce que dans le corporatisme, dans les revendications corporatistes, il y a les revendications des avocats. Les avocats, ils ont négocié avec le ministre délégué. Ils ont réclamé un certain nombre de choses, la traduction des textes OHADA, etc., l'affectation des magistrats plutôt anglophones. Ça a été revendiqué aussi bien au niveau des enseignants que des avocats. Donc on dit que rien n'a avancé. Non, le gouvernement s'est mobilisé pour négocier. Mais il négociait avec qui? Avec des gens qui étaient en conformité avec leur agenda. Et je crois que ces gens-là ne sont pas qualifiés pour dire qu'on n'a pas négocié. Maintenant, les agendas cachés, quand ils ont surgi, il y avait d'abord un premier problème. Avec qui allait-on négocier? Et sur quelle base? Quand les avocats demandent qu'on traduise le texte OHADA en anglais, on comprend parfaitement ce que ça veut dire et qu'on peut faire. Mais quand on dit « nous voulons la sécession », qui veut la sécession? Quel est son calendrier? Quel est son agenda? Quelles sont ses propositions? Qu'est-ce qu'il propose? Et là, le gouvernement, moi je comprends qu'il a été complètement basourdi parce que, en plus... Mais c'est ce même gouvernement, justement, qui a fait interpeller les leaders avec lesquels il est en train de discuter. Et aujourd'hui, lorsque vous suivez les messages de ces populations qui sont descendues dans la rue, elles demandent en premier la libération des autres personnes encore incarcérées dans le cadre de cette crise anglophone. Est-ce que ce n'est pas là un élément qui davantage participe à exacerber ces tensions? Oui, moi je pense que le gouvernement ne négociait pas avec, comment vous l'appelez, le consortium. Il ne négociait pas avec lui. Il négociait avec les avocats. Il négociait avec les syndicats des enseignants. Voilà les gens avec lesquels il négociait. Il ne négociait pas avec le consortium. Par contre, les syndicats d'alors étaient, eux, en connexion étroite avec des organisations extérieures à la négociation et qui semblaient piloter. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré que ce sont des organismes de fait qui participent au trouble à l'ordre public. Il a donc interdit, pas dissous puisqu'il n'existait pas juridiquement, il a donc interdit ce type d'association et il a jugé c'est le procureur qui a jugé qu'ils sont responsables des désordres qui surviennent sur la République. Donc, voilà où ils en sont. Maintenant, le gros problème, c'est que les anglophones, comme les francophones, comme partout, prenons un peu le cas de l'Espagne, la Catalogne. La Catalogne a une forte revendication sécessionniste. Ils veulent l'indépendance. Mais qui porte cette demande d'indépendance? Le président de la Catalogne, le gouvernement de la Catalogne, l'Assemblée de la Catalogne, c'est-à-dire les élus qui représentent le peuple catalan. Or, dans le nord et le sud-ouest, on a disqualifié tout ce qu'on a élu. Mais qui l'a disqualifié? Mais les populations, puisque quand les députés élus viennent, on dit qu'on ne vous connaît pas, vous êtes des vendus. Et le problème, il est celui-ci. Lorsque les élections se présentent, si moi je suis sécessionniste, je cherche un parti qui est susceptible de porter la sécession. Si je suis fédéraliste, je cherche un parti qui est susceptible de porter le fédéralisme. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les populations ont voté le RDPC et le SIF, qui, à l'époque, n'avaient aucun agenda ni fédéraliste ni sécessionniste. Donc il est normal que si l'agenda devient celui de la sécession ou du fédéralisme, ces gens ne soient plus qualifiés. Donc quand on dit il faut négocier, il faut d'abord savoir avec qui. Parce qu'on a un autre problème. Les populations, disons des messages, aussi bien sur le net, etc. On dit non. Pour que la paix et la concorde reviennent, il faut qu'on libère les personnes arrêtées. Ce qui est déjà une entorse, parce que, à mon avis, on aurait pu demander aux juges d'accélérer les jugements et de savoir qui est coupable et qui ne l'est pas. Et ceux qui ne le sont pas, s'ils sont tous non coupables, qu'on les libère. Justement, mais bon, dans ce cas-là, il y a des partis politiques qui réagissent également, qui estiment, comme le CPP de Kawala, qui estime que la crise anglophone s'est aggravée du fait de la mauvaise foi, du mépris, du déni et de la répression de la part du gouvernement en lieu et place d'un dialogue sincère. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Je pense que vous avez souhaité cet entretien parce qu'il y a des problèmes extrêmement graves qui se posent. Lorsque il y a un attentat à la bombe contre des installations pétrolières à Douala, lorsqu'il y a des attentats à la bombe contre
des policiers et gendarmes en faction à Bamenda. Lorsqu'il y a des attentats contre des établissements scolaires et des lycées, c'est que la situation est très grave. Et dans cette gravité, il ne me semble pas opportun de gérer les susceptibilités du gouvernement qui a fait ceci. Aussi bien dans les deux camps hein, qui sont engagés dans la résolution de cette crise. Il faut, de mon point de vue, d'abord ramener la paix et l'ordre. Parce que quel que soit ce que vous recherchez, si vous ne l'avez pas, regardez ce qui se passe, comme je disais, en Catalogne. Ils ne mettent pas des bombes. Pourtant, ils sont mobilisés, mais ils ont pris le processus parce que maintenant, ils sont représentés par des élus catalans. Est-ce que la force et la sécurité, c'est ce que vous prônez pour résoudre le problème de cette crise, de la montée de l'extrémisme? La force n'est jamais un objectif. La force est un moyen. On utilise la force parce qu'on a besoin d'utiliser. Mais on ne peut pas prôner la force. Par contre, quel que soit le cas, il faut un cadre. Même si vous voulez organiser un dialogue, il faut un cadre pour le dialogue. Et il faut déterminer les personnes qui vont dialoguer. Mais ça fait plus de 8 à 9 mois qu'on ne dialogue plus dans le cadre de la crise. Hein. Les leaders avec lesquels le gouvernement discutait ont été arrêtés, ensuite ils ont été libérés. Mais on ne peut pas. Alors, 9 mois sans dialoguer, sans discuter, est-ce que c'est pas ça qui, davantage, exacerbe les tensions? Non, mais qui profite aux extrémistes? On ne peut pas dialoguer lorsque le cadre du dialogue et les termes de référence d'un dialogue ne sont pas posés. D'abord, pour dialoguer, il faut qu'on identifie qui va dialoguer, que chacune des parties dise exactement sur quoi elle va dialoguer, quelles sont ses requêtes, et que chacune d'elles ait un objectif sur lequel auquel on doit aboutir. Si on n'a pas ces éléments-là, on peut continuer à dire dialoguer, 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 mais il n'y a rien ne peut se passer. Quand on a dialogué avant, il y avait des syndicats. Donc on sait comment les syndicats. Lorsqu'il y a des problèmes de force publique, il y a les gouverneurs, il y a les préfets, etc. Alors, donc je pense que... Comment sortir de cette crise au moment où certains politologues ont le sentiment qu'il y a un dialogue de sourds entre le gouvernement et les premiers acteurs de cette crise depuis octobre 2016? Je pense que pour sortir de cette crise, il faut serrer et hiérarchiser les problèmes. D'abord, rien ne peut justifier le terrorisme. C'est-à-dire la pose de bombes contre les installations ou contre les hommes. Rien. Dans aucun pays, ça ne se négocie. Si vous êtes terroriste, vous arrêtez d'abord le terrorisme, puis on peut discuter. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des cadres dans lesquels certains éléments se règlent. Mais ils se règlent aussi dans le temps. Le Cameroun n'a pas inventé une région qui veut faire sécession. Il est même très en retard du point de vue historique. Le Québec, il y a des gens qui sont sécessionnistes au Québec. On leur permet de voter et le jour où ils seront majoritaires, ils restent. La Catalogne, on en a parlé. En France, le Pays Basque, pendant longtemps, eux aussi avaient pris la méthode de la bombe, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'elle ne mène nulle part. L'Irlande du Nord avait pris la méthode de la bombe. Donc cette méthode de bombe, non seulement elle n'amène pas le succès attendu, mais elle crée une véritable désolation dans le pays. Donc alors, la voie, faut-il employer il faut d'abord qu'on arrête le terrorisme. Et que tous ceux qui sont des Camerounais dignes de ce nom, qu'ils se désolidarisent et qu'ils condamnent le terrorisme. Ensuite, on va discuter avec les autres. Mais on ne peut pas discuter avec des terroristes. Parce que le gros problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont des revendications sur lesquelles je suis parfaitement net. Puisque j'affirme à chaque fois que je peux que je suis moi-même un adepte de la fédération. Je crois que le Cameroun marchera mieux s'il a un État fédéral. Donc je ne peux pas combattre cela. Mais je ne peux pas justifier, parce que je le souhaite, qu'il y ait des bombes que l'on mette et qu'on a discuté parce qu'il y a les bombes. On ne négocie pas sous les bombes. Il faut arrêter les bombes et il faut que ceux qui vraiment sont des fédéralistes ou bien des sécessionnistes, parce que moi je n'ai rien contre les sécessionnistes, tant que ça reste le débat politique, qu'ils se désolidarisent des poseurs de bombes, qu'on identifie les poseurs de bombes et qu'on leur fasse dire que vous avez tué des Camerounais par des bombes, vous devez en répondre. Parce qu'ici au Cameroun, aucune vie ne peut être sacrifiée sur des bases qu'on ne connaît pas. Merci Jean-Jacques Ekindi. Je précise que vous êtes le coordonnateur général
du mouvement progressiste. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, 100% foot, présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Convions toutes les couches et organisations de la société. Nous demandons à M. le gouverneur de la région littorale d'organiser une grande marche contre le terrorisme, d'y convier toutes les organisations. À la question de savoir la forme de l'État qui convient le mieux au Cameroun, il reste fidèle à son choix de l'État fédéré, le tout dans le respect des institutions. Ma position a toujours été la même. Je suis un ardent défenseur du fédéralisme. Je suis convaincu que le fédéralisme est la voie pour le Cameroun, pour se développer, pour avoir la paix et pour pouvoir se préserver. Vous l'avez suivi, les signaux sont au rouge sur la scène socio-politique du Cameroun et dans une telle atmosphère délétère que peut encore le président de la République. Que proposent les acteurs politiques? Sur ce plateau avec nous, le coordonnateur général du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Vous êtes l'invité de la deuxième partie de ce journal. Nous reviendrons sur votre sortie ce lundi, également sur les propositions évoquées dans le cadre de la crise anglophone. Et vous l'avez constaté certainement avec les Camerounais, à tous les étages de la société, les revendications identitaires secouent la République et mettent en mal la cohésion nationale. Des universitaires ont identifié l'apparition et la résurgence des vérités tribalistes à certaines étapes décisives de la vie nationale politique. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Alors que la cohésion nationale est mise à rude épreuve au Cameroun par des revendications diverses, pour le docteur Paul Abouna, anthropologue, enseignant à l'université de Yaoundé 1, ce concept est sujet à caution. Il est établi que nous n'avons pas une représentation de la nation en termes d'État. Il faut bien faire la distinction entre pays, État et nation. Selon lui, au demeurant, le poids de l'ethnie reste indéniable au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir comment les peuples se désignent eux-mêmes. On dit Ndjalobien, quand on dit je suis Valentémoin, je suis Banjounais, c'est des nationalités qui ne vont pas au-delà de l'ethnie. Et c'est la réalité, le sentiment national à l'échelle du pays Cameroun qu'il reste à construire. Aussi, à l'en croire, dans une telle configuration, les revendications identitaires ressurgissent donc au gré des contextes précis. L'ampleur qu'on leur donne a une signification toute simple que nous expliquons dans le jargon de l'anthropologie politique par les périodes de mise en berne du pouvoir. Et par période de mise en berne du pouvoir, nous entendons les périodes de vacances de pouvoir, des périodes d'élection, des périodes de fin d'un mandat. Et nous y sommes de plein pied. Dès lors, pour l'anthropologue, il faut questionner la forme même de l'État camerounais. Le socle sur lequel notre État est bâti est d'extraction extragène. Nous devons articuler la forme d'organisation politique, la forme de l'État du Cameroun à la réalité socio-culturelle qui est la nôtre. Et la réalité socio-culturelle qui est la nôtre a pour substratum l'ethnie. C'est un champ, un domaine qui mérite d'être documenté. À terme donc, explique le docteur Paul Abouna, il y a lieu de construire un modèle camerounais à partir de la base ethnique. Ce qui se passe aujourd'hui, la réalité camerounaise, est un donné à penser sur la forme que nous voulons donner à notre État. Que cet État-là soit domicilié à la réalité socio-culturelle du Cameroun, qui est l'ethnie. Tout un challenge qui reste à relever devant tant d'orages qui grondent. Un challenge confié à cette commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme 2 mois après son installation. Où est-elle passée? Peter Mafani Musonga et ses pairs sont en quête de repères. Ils annoncent une descente dans les départements ministériels pour juste évaluer
le niveau d'utilisation de la langue anglaise et française dans l'administration publique. Des précisions avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme veut marquer son territoire. Elle effectue depuis ce matin le tour des différentes administrations publiques à Yaoundé. C'est dans le cadre de notre intention de rendre visite aux hautes institutions de la République et de solliciter et de lui dire d'abord que la commission est opérationnelle depuis 2 mois. Première étape de ce périple, le Sénat, après un échange avec le président de la Chambre haute du Parlement, la commission Moussongué annonce d'autres descentes sur le terrain, notamment dans les ministères, pour s'assurer que les 2 langues officielles du Cameroun, l'anglais et le français, sont utilisées dans les échanges. Nous allons effectuer une descente pour voir la saine application des dispositions constitutionnelles en ce qui concerne le bilinguisme. Née à la suite des remous dans le nord-ouest et le sud-ouest, la commission condamne justement les actes de violence de ces derniers jours dans ces 2 régions du Cameroun. Personne doit descendre dans la rue, faire les désordres, casser des infrastructures qui nous ont coûté cher à construire. Moi je prêche donc qu'il y ait de la patience, qu'on attend à ce qu'on s'attend. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les signaux sont au rouge sur la scène sociopolitique du Cameroun entre la série d'explosions de bombes artisanales, la multiplication des manifestations populaires, l'indignation dans les régions anglophones et la condamnation de l'escalade de violence. Ce problème anglophone est au fil des jours révélateur d'un profond malaise national lié à un système de gouvernance publique critiqué de toutes parts, dans une telle atmosphère délétère que peut encore le président de la République, dans ce journal, des universitaires, hommes politiques de premier plan, ministres et autorités traditionnelles s'affrontent à coups d'arguments sur ces revendications identitaires qui secouent la République du Cameroun et mettent en mal la cohésion nationale. Le procès de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, se poursuit à la Cour pénale internationale et le témoignage à charge de l'ancien chef d'état-major des armées ivoiriennes cristallise l'attention. Vous l'écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore un mouvement d'humeur des élèves forestiers à Bafoussam. Ils s'insurgent contre l'annonce et la réouverture de ce centre de formation qui les avait anarqués plusieurs millions de francs CFA, les faisant miroiter une probable adhésion à des concours d'intégration à la fonction publique en tant qu'agent des eaux et forêts. Des précisions avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Une fois encore, des élèves forestiers de Bafoussam, manifestant sur la voie publique, tous crient leur colère contre cet arrêté du préfet de la MIFI, autorisant réouverture de ce centre de formation professionnelle, 12 jours seulement après sa fermeture à titre conservatoire par la même autorité. Tempêtant à tue-tête devant la défunte école des eaux et forêts d'Afrique centrale, ils exigent l'arrêt immédiat des cours dispensés à une poignée de leurs camarades en début de matinée du 25 septembre. Si la majorité décide de fréquenter, qu'il ne peut rouvrir l'école. Et apparemment, même pas les 1/10 ne sont pas d'accord. Combien de fois on peut donc ouvrir l'école? Pour eux, le prophète Chaïbou de la MIFI n'a pas tenu à sa parole de réouvrir l'école sous conditions consensuelles, d'au moins 3/4 des apprenants de reprendre les cours. Il parle, il n'exécute pas ces ordres, parce que ça veut dire qu'il est en train de nous mettre en conflit avec nos camarades. Mis au courant, le délégué régional à la Sûreté nationale pour l'Ouest et le commandant de la Légion de gendarmerie
descendent sur le terrain, s'enquérir des préoccupations des manifestants. Là, le collègue vient de nous dire qu'est-ce que vous voulez actuellement. On les a dit qu'on laisse l'école fermer jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Et le régional a déjà pris une décision. On doit fermer l'école. Si quelqu'un tente d'ouvrir cette école, on va l'enfermer. Même si c'est le gouverneur de l'Ouest, on va l'enfermer. Point. Ces élèves forestiers, tout comme l'opinion nationale, s'indignent du silence assourdissant du gouvernement, dont son porte-parole ne s'est toujours pas prononcé sur cette scabreuse affaire à forte odeur d'arnaque et d'escroquerie des familles démunies, avec la complicité des autorités administratives de la région. Sinon, dans le cas, que nous, on laisse la ville, on part voir le Premier ministre. Après avoir vu le Premier ministre, si le Premier ministre dit que nous ne sommes pas des Camerounais, nous, on rentre au nord. Là, s'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, qu'il nous trouve une solution. En rappel des faits, cela fait bientôt 1 an que 725 élèves forestiers de cet institut revendiquent une formation complète en agroforesterie pour obtention d'un diplôme leur donnant accès au concours d'intégration à la fonction publique. Pour l'instant, tous vadrouillent dans les rues de Bafoussam. Affaire à suivre. Les juges ont-ils peur des pasteurs de l'église évangélique du Cameroun, venus nombreux ce lundi matin pour soutenir le président élu de la congrégation religieuse dans le cadre d'un procès qui se déroule au tribunal à Douala? Ils ont été interdits d'accès à la salle d'audience en raison de leur tenue pastorale. Des précisions avec Farel Bounia et Donald Anouzwa. Les pasteurs de l'église évangélique du Cameroun sont venus en rang serré prendre part au tribunal de grande instance de Bonanjo. À cet autre épisode du feuilleton judiciaire né de la crise qui secoue cette congrégation religieuse depuis la demande en annulation du vote du synode de Ngaoundéré par certains cadres de l'église. La forte mobilisation de ces hommes en tenue pastorale va amener le sous-préfet de Douala Premier à mobiliser les forces du maintien de l'ordre pour encadrer ces hommes et femmes refusés d'accès en salle d'audience par l'autorité judiciaire de Séan. Les personnes ne sont pas venues pour créer des incidents qui plus est au niveau du tribunal, pas du tout. Ils sont simplement venus parce qu'ils ont été assignés au tribunal et c'était tout à fait normal qu'ils puissent comparaître pour savoir de quoi il était question. L'affaire qui oppose d'une part l'église évangélique du Cameroun et le pasteur Jean-Samuel Ndjetoya et d'autre part le pasteur Priso Mungolais revient à interroger la compétence de l'instance de jugement. La Constitution de l'Église, dans son article 2, dispose très clairement que les juridictions de l'ordre judiciaire sont radicalement incompétentes pour connaître les affaires de l'Église. C'est-à-dire que l'Église a mis en place des instances arbitrales pour connaître des affaires de toutes sortes, des litiges de tout différents entre ses membres. Donc il est évident que le tribunal de grande instance est radicalement incompétent puisqu'il y a une clause d'arbitrage. Du côté de l'église évangélique du Cameroun, les ouvriers continuent de croire en la réconciliation. On ne peut pas ne pas avoir de différends lorsqu'on vit en être humain. Alors comme ces canons n'ont pas été donc respectés, nous demandons simplement que nos frères reviennent et qu'on reste dans le canal qu'a tracé le règlement intérieur. Nous prions beaucoup plus qu'ils comprennent que notre église traînée devant le tribunal nous montre que l'homme peut juger Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le prince de la paix, la justice. Et si nous sommes tes disciples, nous ne pouvons qu'aspirer à la justice. Et c'est dans la prière que les ouvriers de l'église évangélique du Cameroun, fidèles au révérend pasteur Jean-Samuel Ndjetoya, attendent l'audience du 13 octobre 2017, prévue à la Cour d'appel du littoral, et celle du 23 octobre au tribunal de grande instance de Bonanjo. Et toujours dans les couloirs de la justice, le procureur général, près la Cour d'appel du Nord-Ouest, a ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires contre la Convention Baptist Church et l'archidiocèse de Bamenda, autorités religieuses promotrices des écoles confessionnelles dans le Nord-Ouest. Elles étaient traduites en justice pour avoir refusé d'ouvrir leur école afin de permettre aux élèves de poursuivre l'année scolaire 2016-2017 et la justice qui vient d'ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires, décision du procureur général près de la Cour d'appel du Nord-Ouest. Et malgré cette
ordonnance du procureur général qui précise l'arrêt des poursuites judiciaires. L'on note que les journées villes mortes se sont poursuivies ce lundi à Boya et Bamenda au lendemain de ces manifestations populaires vécues dans plusieurs villes des régions anglophones. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo dans ce reportage. 2 semaines relativement calmes dans les principales villes des régions anglophones du Cameroun. Si la ville de Bangem, dans le département du Coupé Manengouba, région du sud-ouest, a été secouée tout au long de la matinée par une manifestation similaire à celle de vendredi, les autres localités ont connu un calme précaire, accentué par l'opération Ville Morte ou Ghost Town en vigueur tous les lundis. À Boya, dans la capitale régionale du sud-ouest, l'essentiel des commerces est resté fermé tout au long de la journée. Seuls quelques taxis étaient perceptibles dans les principales artères. Quelques policiers pouvaient être aperçus ça et là. À Limbé, les activités étaient plus intenses ce lundi. Les taxis présents en nombre dans les rues, les commerces ont pour la plupart ouvert et ont normalement fonctionné, à l'exception de quelques-uns. À Bamenda, dans le nord-ouest, la ville est restée fantôme une bonne partie de la journée. Lieu de commerce fermé, peu de véhicules présents dans les rues. Au lendemain des manifestations de vendredi dernier, c'est une semaine lourde qui a commencé dans ces villes, une semaine redoutée en raison de l'imminence de la date du 1er octobre. Et 48 heures après ces manifestations populaires et cette série d'explosions de bombes artisanales, Jean-Jacques Ekindi sort de sa réserve et condamne cette montée de l'extrémisme dans les régions anglophones. Le coordonnateur général du mouvement progressiste s'insurge contre l'utilisation du terrorisme pour poser des revendications politiques. Il était face à la presse à Douala. Compte rendu, Kate Diarra. C'est avec les traits tirés et la mine sérieuse que Jean-Jacques Ekindi, coordonnateur général du mouvement progressiste, nous accueille. C'est que pour lui, le sujet à l'ordre du jour est des plus importants. Ce d'autant plus qu'il traite de la sécurité et du maintien de la paix au Cameroun. Devant de tels risques, il est bon que chacun prenne et assume sa responsabilité. Moi, j'assume en tant que leader du monde. Il faut que l'État l'assume en tant que protecteur, mais il faut que les populations aussi l'assument parce que ce sont elles qui seront en première ligne lorsque les dégâts pourraient survenir. Tout au long de son propos liminaire et de la série de questions-réponses qui va suivre, une seule idée en toile de fond, le refus de négocier avec ce qu'il appelle les criminels de l'Ambazonian Defense Forces, qui sont passés, dit-il, des revendications aux attentats terroristes. Est-ce à dire que tous ces gens-là sont pour le terrorisme, pour tuer des gens innocents, pour mettre des bombes partout où il y a des populations, pour compter des morts? Moi je dis, s'ils ne sont, ce ne sont plus mes concitoyens, ce sont les ennemis. Ils seront d'un camp, nous serons de l'autre. Il orientera sa thématique sur 5 points essentiels, à savoir la nécessité de définir clairement les ennemis de la nation en rompant avec ce silence suicidaire et peut-être complice de la protection des populations axée sur la fin des villes mortes, la sécurisation des hommes et des biens par l'État qui devra user de tout l'arsenal à sa disposition afin de traquer, infiltrer, mais surtout neutraliser les organisations terroristes. L'ennemi doit être clairement identifié. Il est urgent que l'on protège partout sur le territoire national les hommes et leurs biens, mais par-dessus tout, que la vie des hommes soit préservée par tous les moyens. Tout en dénonçant l'explosion dite de la SCDP, la plus dangereuse selon lui, il condamne l'acte en lui-même et demande aux différents gouverneurs de région d'organiser une marche contre le terrorisme en y comptant Claude, Sylvestre Hippolyte Zangao. À l'international, le procès de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, a repris ce lundi à la Cour pénale internationale en face à Maître Josette Kadi, cette Camerounaise de renommée internationale, avocate internationale, et le Conseil de la Défense, Philippe Mangou, l'ancien chef d'état-major des armées, en qualité de témoin à charge. Je vous propose à présent de suivre cet extrait du témoignage à charge de l'ancien chef d'état-major des armées ivoiriennes, lui qui évoque le dysfonctionnement observé durant cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le principe dans le combat, c'est que quand vous avez vos hommes avec qui, en temps de paix,
vous vous êtes bien entraînés. Vous avez fait certaines choses ensemble. Quelquefois, sur le terrain et dans le feu de l'action, vous n'avez même pas besoin de parler. Au doigt et à l'œil, vos hommes vous respectent. Et Konan a eu cette chance de venir avec ces hommes qu'il a formés en temps de paix. Et sur le théâtre, ils ont été vraiment excellents. Vous venez de suivre donc un extrait de ce témoignage de l'ancien chef d'état-major de l'armée ivoirienne dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien poursuivi pour crimes contre l'humanité à la CPI. L'ex-président ivoirien a plaidé non coupable. Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. Des amateurs de vin peuvent consommer des grands crus aux saveurs variées dans la cave des supermarchés d'Ov à Yaoundé. C'est à la faveur de la foire au vin. Les prix sont revus à la baisse et d'autres produits sont également accessibles grâce à une campagne permanente de vente promotionnelle. Reportage. Dégustation, découverte de nouvelles saveurs pour le plaisir et le bonheur de nos palais. Plus une baisse générale de prix en guise de cerises sur le gâteau. La foire au vin des supermarchés d'Ov est une aubaine pour les consommateurs. Après la grande effervescence de la rentrée scolaire que nous venons de vivre, après les gros efforts fournis par les parents, il était de bon ton qu'on leur fournisse un petit peu de réconfort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec le soutien de l'un de nos partenaires, BVS, nous avons organisé cette foire au vin qui a commencé le 15 et qui va aller jusqu'au 30 septembre afin de permettre aux uns et aux autres de souffler un petit peu, de découvrir quelque chose d'autre. Vous pouvez constater par vous-même que les prix ont été revus vraiment à la baisse. Il y a de la nouveauté, il y a de la variété. Vous pouvez déguster et découvrir de nouvelles saveurs. Alors nous invitons tout le monde, les restaurateurs, les revendeurs, les sommeliers, les connaisseurs et même les simples amateurs, pourquoi pas les collectionneurs. Faites un tour dans les supermarchés d'Ov en cette période de grande foire au vin et refaites votre stock. Avec la foire au vin, Dov poursuit son combat acharné contre la vie chère. Un engagement qui s'étend sur les autres produits de grande consommation. Il suffit de parcourir les différents rayons pour s'en convaincre. Aujourd'hui, il y a un fait qui est indéniable, c'est que les supermarchés d'Ov sont devenus un véritable espace de vie. Vous avez pu voir, nous avons un guichet de banque où vous pouvez retirer du cash à n'importe quel moment. Nous avons un rayon diététique qui permet aux uns et aux autres de mettre fin à un certain nombre de problèmes de santé. À Dov, notre boulangerie vous ravitaille et vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Dov, aujourd'hui, n'est plus seulement un lieu de commerce. Dov, aujourd'hui, n'est plus seulement un supermarché, mais c'est un véritable patrimoine national qui nous appartient à nous tous. Et au quotidien, nous travaillons pour vous donner toujours satisfaction. Le rayon parfumerie est une véritable attraction. Mieux, un espace où il fait bon vivre et où chacun trouve son compte. Avec la parfumerie de Dov, vous ne vous faites plus aucun souci. La beauté féminine ou alors de vos enfants ou de votre mari n'a plus aucun secret pour vous. Une seule adresse, c'est la parfumerie des supermarchés Dov. Tous vos produits de qualité à bas prix. Les produits locaux, les produits d'outre-mer venus spécialement pour vous, adaptés à tout type de peau. Venez simplement visiter et consulter d'abord le rayon parfumerie des supermarchés d'Ov avant d'effectuer un quelconque achat ailleurs. Les consommateurs ne boudent pas le plaisir que leur procure le supermarché d'Ov en leur offrant des produits de qualité à moindre coût. Face à la charge du travail, on a besoin d'avoir des places souvent déjà apprêtées pour nous permettre de se remonter physiquement assez rapidement. Et le milieu est vraiment approprié pour cela. C'est pour ça que je me suis donc présenté pour pouvoir prendre le dog burger qui était disponible. Et je l'ai apprécié. Il était appétissant, bien fait. Dans ces surfaces des sauces, Bastos, Tongolo, Mendong et Mokolo, Dov facilite la vie à son aimable clientèle. Et n'oubliez pas que chaque achat effectué dans ces rayons contribue à la création d'un emploi et à la lutte contre le chômage des jeunes. Entre la série d'explosions de bombes artisanales, la multiplication des manifestations populaires, l'indignation dans les régions anglophones et cette condamnation de l'escalade de violence, ce problème anglophone est au fil des jours révélateur
d'un profond malaise national lié à un système de gouvernance publique critiqué de toutes parts dans une telle atmosphère. Que peut encore le président de la République? Réponse dans une poussière de seconde. Aux problèmes qu'ils ont posés. Créée il y a quelques mois, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme cherche ses marques, alors même que beaucoup doutent de sa capacité à proposer une solution à la crise anglophone au Cameroun. Au lendemain de l'agression et l'assassinat du proviseur du lycée bilingue de Foumban, le ministre des Enseignements secondaires condamne avec la dernière énergie un acte odieux qui met en mal, selon le ministre, l'intégration nationale et le vivre ensemble tel que prôné par le chef de l'État. Cependant, le sultan roi des Bamoun refute cette thèse tribaliste et en conduit à l'assassinat de Charles Etoundi, proviseur du lycée bilingue de Foumban. Il dénonce plutôt l'insécurité grandissante à Foumban et pointe un doigt accusateur sur le laxisme des forces de l'ordre. Des précisions avec Mitterrand Dam et Nana Paul Sabin. La ville de Foumban est encore sous le choc de l'assassinat de deux figures publiques de cet arrondissement du département du Moun. Hippolyte alias Tommy, boutiquier originaire de Bouddha, et Charles Etoundi, proviseur du lycée bilingue de Foumban, originaire du Fundi, ont été froidement assassinés à coups de poignard. Pendant que la police et la gendarmerie sont à la recherche des auteurs de ce crime, des interprétations autour de ces décès tragiques font croire, par exemple, que le proviseur Charles Etoundi a été victime d'un règlement de compte doublé du tribalisme de la part de ceux qui, je cite, ne veulent pas un étranger à la tête du très important lycée bilingue de Foumban. Comme pour soutenir cette thèse, le ministre des Enseignements secondaires a publié un communiqué dans lequel il condamne avec la dernière énergie cet acte odieux, crapuleux et barbare qui, je cite, met en mal l'intégration nationale et le vivre ensemble que le président Paul Biya appelle pourtant de tous ses voeux. Fin de citation. Piqué au vif, le sultan Bombo Djouya, roi de Bamoun, est sorti de ses gonds pour déclarer que l'assassinat du proviseur Charles Etoundi n'a rien à voir du tribalisme et, ajoute Sa Majesté, il ne remet nullement en cause le vivre ensemble prôné par le chef de l'État, comme d'aucuns mal intentionnés veulent faire croire. C'est une citation. Dans le flot des interprétations, les familles des victimes espèrent que l'enquête ouverte permettra de connaître les mobiles de ces crimes qui suscitent l'émoi dans tout le pays. Et les établissements scolaires publics restent des cibles privilégiées pour des malfrats. Une somme de 4 millions de francs CFA a été emportée au lycée bilingue de Konsamba par des malfrats. Cet établissement reçoit depuis plusieurs mois déjà de façon récurrente de nombreux cas de cambriolage à main armée selon les responsables de ce lycée. Et concernant cette insécurité, les mesures annoncées par les autorités administratives après l'explosion d'une bombe sur les emprises de la SCDP à Douala, les populations constatent que presque aucune mesure importante de sécurité n'a été mise autour de la SCDP, notamment la direction générale située à Douala. C'est le constat que font Eukwa Claude et Sylvestre Hippolyte Zangaou dans ce reportage. À la suite de l'explosion, son Excellence le gouverneur de la région du littoral a prescrit un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la vigilance dans l'ensemble de la ville de Douala, mais particulièrement autour de ce qu'on est convenu d'appeler les points sensibles. Et nous considérons la SCDP comme étant un point sensible. 48 heures après cette décision des autorités de la ville de Douala, le constat fait sur le terrain laisse clairement apparaître qu'à l'exception de quelques éléments en faction au poste de police qui existaient depuis des années à l'entrée de la SCDP au carrefour Agib, aucun dispositif sécuritaire particulier n'a été déployé jusqu'ici autour de cette entreprise. Pourtant, la société camerounaise des dépôts pétroliers est identifiée comme l'un des points sensibles de la ville en raison des substances inflammables qui y sont stockées. Non loin du lieu où il y a eu une explosion vendredi dernier se trouvent les rails. Aucun cordon de sécurité n'est visible. Les gens vont et viennent non loin du lieu de l'impact et le train circule à proximité.
Juste au-dessus se trouve le pont qui conduit vers le marché Mbopi. Aucune sécurité n'est non plus visible. Au marché Mbopi, qui bat les records de fréquentation en Afrique centrale, la situation est la même, malgré là aussi la proximité avec le lieu de l'explosion criminelle. Une situation surprenante pour les habitants de la ville de Douala qui demandent aux autorités d'y remédier. Le gouvernement n'est pas sérieux parce que des choses comme ça, comme ça, il devait déjà avoir les militaires sur place, même avec les policiers. Mais on voit toujours les lieux vides. Il peut encore venir. C'est bien grave. C'est pas un petit truc. Le gouvernement doit vraiment mettre des mesures de sécurité dans toute la ville de Douala. Quand on vient au marché, vraiment, c'est pas facile en faisant le commerce, ta tête est ailleurs. Tu as peur que quelque chose peut encore arriver. Ça a été toujours comme ça depuis des années. Ici dans la nuit à 19h, l'obscurité totale, vous ne pouvez pas prendre une pièce au sol. Les lampadaires sont tout ça est gâté. Il n'y a pas, vous voyez, l'insécurité partout. Tu passes là, ici on t'arrache le sac, donc il n'y a pas d'éclairage. Donc on peut faufiler pour faire n'importe quoi par rapport à ça. Je crois que notre gouvernement est un peu complaisant. C'est-à-dire on prend une mesure de 2 semaines, 3 semaines après, il n'y a plus rien. Comme si c'était une affaire désormais classée. Aucun cordon de sécurité autour du lieu de l'impact. Les populations vont et viennent sur les rails, pourtant situés à quelques mètres seulement du lieu où s'est produite l'explosion. Du coup, les interrogations se multiplient sur l'absence de l'application des mesures annoncées au lendemain de cette explosion par les pouvoirs publics dans la ville de Douala. Sur le terrain des opérations pour Equinox